L'Allemagne a lancé un ultimatum à la BCE au sujet de sa politique monétaire. L'Allemagne semblait pourtant jusqu'ici être le plus avantagée par la politique monétaire européenne. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est en quoi la BCE a toujours avantagé l'Allemagne et de quoi l'Allemagne a peur aujourd'hui. L'Allemagne n'a pas toujours été un pays pariant sur le capital. Il y a 20 ans, c'était même le pays d'Europe qui mettait le plus d'argent pour sa retraite par répartition. Et les salaires y étaient aussi très élevés. Le changement complet de politique s'est passé il y a 20 ans sur la chancellerie de Gerhard Schröder, du SPD, l'équivalent du PS. Pour comprendre pourquoi, il faut regarder l'impact des changements de comportement vis-à-vis de la famille qui s'est passé partout en Europe. En France, on relie ça aux événements 1968 qui auraient changé les choses. Mais en fait, il s'est passé partout en Europe à peu près la même chose autour des années 70. La vision de la société a changé et en particulier la vision de la famille et la politique qui va avec. Résultat, le nombre d'enfants par femme, qu'on appelle fécondité, s'est effondré partout en Europe. Sur ce graphique, on voit le nombre d'enfants par femme en moyenne chaque année en Allemagne et en France. En 1960, en Allemagne, les femmes avaient en moyenne au cours de leur vie 2,4 enfants, alors qu'en 1975, elles n'avaient plus en moyenne au cours de leur vie que 1,4 enfants. En France, on est passé de 2,8 à 2,1. Il faut rappeler qu'en Allemagne, il y a très peu de politiques orientées pour les enfants. Par exemple, il n'existe pas de mode de garde avant 6 ans. Donc jusqu'à 6 ans, si vous avez un enfant, vous êtes obligé soit l'un des deux adultes d'arrêter de travailler pour le garder, soit de payer une nounou si vous gagnez suffisamment d'argent. C'est un choix politique dans un pays de savoir s'il faut favoriser ou non le fait d'avoir des enfants. Ce manque d'enfants implique que dès 1975, l'Allemagne est passée bien en dessous de ce qu'on appelle le renouvellement générationnel. En dessous de 2 enfants par femme ou par couple, ça signifie que la population va finir par baisser. Et ça va pas baisser à tous les âges de la même façon. Mécaniquement, dès les années 70-80, l'Allemagne sait qu'elle va mécaniquement se retrouver avec un moment beaucoup de vieux et moins de monde en âge de travailler. Cette situation est arrivée mécaniquement 30 ans plus tard, et dans les années 2000, les jeunes sur le marché du travail se retrouvaient bien moins nombreux que leurs aînés. Et ces jeunes-là, ne voulant pas d'enfants ou n'ayant pas les moyens d'en avoir, se sont dit qu'il y avait assez peu de chances que la génération du dessous paye leur retraite. Le manque d'enfants a donc fracturé la société allemande en désolidarisant les vieux des jeunes. Et c'est le moment où le gouvernement Schröder a proposé ces lois pour casser le système de retraite par répartition. Le principe de la retraite par répartition, c'est le fait que ce sont les travailleurs d'aujourd'hui qui payent des cotisations sociales et ces cotisations payent les retraites. Nous, salariés, nous payons actuellement la retraite de nos retraités d'aujourd'hui. Sur notre fiche de paye, toute cette partie, c'est ce qu'on donne pour payer les retraites de nos retraités aujourd'hui. En bas, on peut voir que le salaire net qu'on touche, c'est à peu près 50% du salaire super brut. Autrement dit, quand on travaille, on touche 50% du total et le reste finance la sécurité sociale, les médecins, l'hôpital, et le sujet du jour, les retraites. Bien évidemment, il faut que l'argent qui rentre soit proche de celui qui sort pour que cela fonctionne. En Allemagne, ceux qui travaillaient en 2000 et qui n'ont pas fait d'enfants se sont dit que quand ils passeraient en retraite, il y avait peu de chances qu'ils aient assez de monde pour leur payer leur retraite quand ce serait leur tour. Ça allait mécaniquement soit baisser la pension de retraite, soit augmenter les cotisations des salariés. Dans les deux cas, on allait avoir un problème entre générations. Le manque d'enfants dans une société, ça casse de manière globale le lien entre les générations, mais aussi entre les gens. Il n'y a plus d'avenir commun à défendre. Pour la question des retraites, les Allemands, plutôt que de baisser les retraites, d'augmenter les cotisations ou de passer à une politique nataliste, ont décidé de passer à la retraite par capitalisation. Et depuis le début des années 2000, ils ont lourdement diminué les pensions de retraite par répartition, en ne gardant juste qu'un tout petit morceau pour permettre aux Allemands de ne pas crever de faim. Le reste, c'est devenu une pension de retraite facultative sur le modèle des fonds de pension. Quand les salariés travaillent, une partie du fruit de leur travail sert à payer leur salaire, une autre partie sert à rémunérer le capital qui finance la rente, une autre partie enfin sert aux cotisations sociales qui financent les retraites. La réforme Schröder a diminué la retraite par répartition. Elle a poussé la population aisée allemande à consacrer une partie de son salaire depuis 15 ans pour s'acheter des bons de retraite. C'est le système des fonds de pension. Vous achetez des parts et les fonds de pension jouent en bourse avec votre argent pour vous verser une rente. C'est un peu comme quand vous achetez des actions. Les fonds de pension ont donc besoin que le capital rapporte de l'argent. Ces achats ont fait gonfler la rente. Depuis les réformes, les Allemands qui souhaitent avoir une retraite décente sont obligés de se payer eux-mêmes une retraite complémentaire. Bien évidemment, ceux qui ont des salaires trop petits pour se payer ce genre de retraite, tant pis. Seuls les Allemands les plus aisés peuvent se payer des bons de retraite aujourd'hui. On peut constater qu'aujourd'hui, le nombre de retraités pauvres a explosé en Allemagne. Ce sont tous ceux qui n'avaient pas les moyens de cotiser. À cette pauvreté, l'Europe et l'Allemagne proposent qu'ils partent plus en retraite, mais qu'ils continuent à bosser.
Schröder, en même temps que sa réforme des retraites, a aussi réformé le code du travail, le but étant de permettre au capital de prendre un plus gros morceau du gâteau. Il a donc rogné fortement sur les salaires et les cotisations sociales. Les anciennes cotisations sociales n'ont pas été rendues aux salariés, mais ce sont ceux qui détiennent le capital, notamment les fonds de pension, qui l'ont récupéré. Le capital a donc intérêt à ce que les salaires diminuent pour pouvoir prendre une part plus grande du gâteau. Ça a encore plus fracturé la société allemande. Les salariés et les retraités sont carrément devenus ennemis. Et comme les retraités sont majoritaires aux urnes, la situation ne s'arrange pas pour les salariés. Pour aller plus loin, l'Allemagne a un tel problème de démographie qu'elle a ouvert grand ses frontières à l'immigration pour remplir ses usines. On a donc une classe de retraités allemands qui sont soit pauvres, soit qui défendent leur capital, et une classe de salariés qui sont de moins en moins allemandes. Il n'y a donc aucune cohésion et solidarité entre les travailleurs et les salariés. Nos retraités allemands n'ont qu'une seule trouille, c'est de perdre leur capital. Vous ne verrez jamais passer une loi en Allemagne qui propose de taxer ou d'imposer le capital. Toute la richesse de leurs riches allemands qui votent est basée là-dessus. En plus, les Allemands font tous les jours la chasse à l'inflation et à toutes les mesures qui pourraient en créer. L'inflation, c'est quand les prix montent. Par exemple, si vous avez 100 € et qu'une baguette coûte 1 €, vous pouvez acheter 100 baguettes. Si la baguette coûte tout à coup 2 €, vous ne pouvez plus en acheter que 50. Votre pouvoir d'achat a diminué, c'est l'inflation. S'il y a de l'inflation, le capital des retraités va diminuer, ils n'en veulent pas. À l'inverse, quand il y a de l'inflation, c'est que les prix montent. Ça veut dire que les revenus de ceux qui les vendent montent aussi, et donc mécaniquement, les salaires montent. Et ça permet aux gens d'investir. Par exemple, vous voulez acheter votre maison, vous prenez un crédit de 200 000 €, vous gagnez 2 000 € par mois, et vous remboursez 1 000 € par mois. Il vous reste 1 000 € par mois pour vivre. Au bout de 10 ans, avec l'inflation, votre paye est devenue 2 500 € par mois. Vous remboursez toujours 1 000 € par mois, il vous reste 1 500 € par mois pour vivre. Les travailleurs ont toujours intérêt à avoir un peu d'inflation pour pouvoir emprunter et que le poids de l'emprunt finisse par baisser. Ceux qui ont du capital, au contraire, n'en veulent pas. Pendant les 30 glorieuses, période de grand développement économique, on était majoritairement entre 5 et 10% d'inflation par an en France. Pendant les années 70-80, qui ont permis à toute la classe moyenne française salariée de s'acheter une maison, on avait 10% d'inflation par an. L'inflation s'est cassé la figure pour protéger le capital sous Mitterrand en 1983 quand il a retourné sa veste pour faire du libéralisme. Il a ainsi préparé le rapprochement avec l'Allemagne, qui a donné l'acte unique européen en 1986, et on est rentré officiellement dans une période anti-inflation avec le traité de Maastricht en 1993 et la création de la BCE, au plus grand intérêt de ceux qui détiennent du capital. Donc l'Allemagne souhaite à tout prix empêcher l'inflation pour protéger le capital de ses riches retraités. Sauf qu'à force de faire des lois partout en Europe pour protéger le capital au détriment de l'investissement et de la consommation, l'économie réelle a commencé à ralentir, la croissance a ralenti et l'économie réelle a commencé à manquer de monnaie. À force que les riches deviennent de plus en plus riches, tous les autres ont commencé à manquer de monnaie. Et avec ça, le gros risque, c'est la déflation. L'énorme risque d'une économie qui manque de monnaie, c'est la déflation. Autant l'inflation, c'est une période où les salaires et les prix montent, la déflation, c'est une période où les salaires et les prix baissent. Et ça, c'est hyper dangereux parce que tous ceux qui ont un emprunt, s'ils ont un salaire qui baisse, ils vont être dans la mouise pour le rembourser. Dans notre exemple, si au lieu de gagner 2 000 € par mois, vous ne gagnez plus que 1 500 € par mois, il ne vous reste plus que 500 € par mois pour vivre. Bien souvent, c'est trop peu et vous êtes obligé de vendre votre maison. Évidemment, ça arrive à tout le monde en même temps et le prix de votre maison va s'effondrer et vous perdez tout. Et de même, toutes les entreprises qui ont des dettes ne peuvent plus les rembourser et ferment. Le chômage explose, la pauvreté aussi, et le risque devient l'insurrection. Le but de la BCE, c'est de maintenir l'inflation entre 0 et 2% pour avantager au maximum le capital, tout en évitant que le système s'effondre. Pour éviter la déflation, la BCE a lancé un grand programme en 2015 pour injecter de la monnaie avec un système qui s'appelle les quantitative easing. Pour mémoire, les États empruntent tous les ans pour financer leurs dettes. La BCE n'a pas le droit de prêter ou donner de l'argent aux États pour financer leurs dettes. Les États créent donc des titres de dette que les marchés financiers, qui regroupent ceux qui ont du capital, peuvent acheter. L'État les rembourse avec un taux d'intérêt entre 2 et 10 ans plus tard. Ces titres peuvent ensuite être revendus. Certains prennent de la valeur si la note de l'État monte et d'autres perdent de la valeur si la note de l'État baisse.
En 2015, la BCE s'est mise à racheter aux fonds de pension et autres établissements financiers les titres de dette qui étaient en train de perdre de la valeur, notamment ceux de la Grèce. Ce sont les quantitative easing. Les journaux dans ce cas disent partout que la BCE rachète les dettes des États, et les gens interprètent cette information en se disant que la BCE a donné du fric aux États, et c'est faux. Depuis 2015, la BCE a filé 2600 milliards d'euros aux marchés financiers et pas aux États. Cette pratique a fait peur aux Allemands qui a craint qu'autant de monnaie injectée d'un coup dans les marchés financiers finissent par se retrouver dans l'économie réelle et fassent de l'inflation. Et c'est pour ça que l'Allemagne a saisi le tribunal de la Karlsruhe. 5 ans plus tard, on peut constater qu'injecter des milliers de milliards d'euros dans les marchés financiers ne relance pas l'économie et ne fait pas ou très peu d'inflation. Tout simplement parce que cette monnaie reste dans les marchés financiers, elle permet de faire de la spéculation et ne va pas dans l'économie réelle. Depuis 2015, tous les titres sur les marchés financiers ont pris de la valeur et ça s'appelle une bulle. D'une manière générale, si on crée de la monnaie et qu'on le donne déjà à quelqu'un de très riche, il n'y a aucune chance qu'il s'en serve pour faire de la consommation. Il va soit stocker cet argent, soit investir sur les marchés financiers. Au final, ça va faire monter la valeur sur les marchés financiers et ça ne va pas du tout faire de la croissance ou de l'inflation. C'est exactement comme diminuer les impôts des plus riches. Ça relance pas du tout la consommation, ça fait juste que les plus riches deviennent de plus en plus riches et il y a de moins en moins d'argent qui circule et on file tout droit vers la déflation. En 2020, avec le coronavirus, la BCE propose d'encore intensifier les quantitative easing. Elle veut injecter d'un coup 1000 milliards d'euros sur les marchés financiers, toujours pas dans l'économie réelle. Ça fait quand même trop peur aux Allemands qui veulent absolument protéger leur capital et qui ont de nouveau saisi le tribunal de la Karlsruhe. Et le verdict est tombé et la Karlsruhe demande à la BCE de justifier sa politique monétaire en rappelant qu'elle ne veut pas d'inflation et qu'elle ne veut pas que sa politique de quantitative easing crée de l'inflation. Et elle donne 3 semaines à la BCE pour répondre. Même en temps de crise où les pays européens menacent de s'effondrer, l'Allemagne continue de faire cavalier les seuls en se focalisant uniquement sur la protection de son capital. Toute la politique monétaire menée en Europe depuis 40 ans favorise l'Allemagne et la protection de son capital en empêchant l'inflation. Cette politique nuit à l'activité économique et appauvrit tous les gens qui vivent de leur salaire. Si votre ambition c'est de faire une société sans enfants où il n'y a pas d'avenir en commun et où les vieux exploitent les jeunes, dans ces cas-là, il suffit de faire comme l'Allemagne et c'est exactement le chemin qu'on est en train de prendre. Dans tous les autres cas, ce qui pourrait nous arriver de mieux, c'est la fin de la politique monétaire européenne. La France et l'Allemagne ont des intérêts contraires. La France, nous sommes encore un pays jeune et solidaire et nous avons besoin d'inflation pour soutenir le salariat et la consommation. L'Allemagne, au contraire, est un pays vieux qui vit de la rente en exploitant d'autres nationalités et qui souhaite à tout prix protéger son capital. Le mieux pour nous serait donc soit la sortie de l'Allemagne pour protéger son capital, soit un éclatement total pour que chacun reprenne enfin la souveraineté sur sa monnaie.